bienvenue à la School of Product. Je suis ravie d'être avec vous ce matin et pour vous parler d'un sujet qui me tient fortement à cœur, l'impact responsable dans nos produits. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui et comment ça se passe et surtout comment est-ce qu'on peut amener ce sujet qui est un sujet pivot à intégrer notre démarche product. Aujourd'hui, l'objectif de ce talk, c'est que vous repartiez avec une démarche pour pouvoir amener ces sujets dans vos conversations et dans vos prises de décision par rapport à ce que vous faites dans vos produits. Alors, tout d'abord, je vais commencer par me présenter. Donc, moi, c'est Tiffany Binet. Je viens d'une formation argentique et je suis arrivée dans le milieu du travail. L'argentique disparaissait, on passait dans le monde du numérique. Et donc, je suis rentrée dans une petite start-up qui s'appelait venteprivée.com par l'image. Et je suis partie 12 ans plus tard de cette start-up par le produit pour entrer dans le conseil. Et donc, depuis 2017, je fais de l'accompagnement produit avec une grosse spécialité autour de l'approche par impact. Donc aujourd'hui, je suis coach produit chez Octo et il s'est passé quelque chose d'assez bousculant pour moi en 2022. J'ai eu l'occasion de former l'association de la fresque du climat pendant plusieurs jours à l'approche par impact et aux objectifs qui résultent. Et lors de cette formation, quand j'ai commencé à parler avec eux du sujet d'impact, clairement, très rapidement, on s'est rendu compte que derrière ce mot-là, on n'y mettait absolument pas les mêmes choses, ni les mêmes définitions. Et ils m'ont posé une question toute simple. Mais alors, du coup, l'impact responsable, comment ça se passe dans cette démarche-là? Et question à laquelle je n'avais pas de réponse à ce moment-là. J'étais assez naïve autour de tous ces sujets-là. Et donc, c'est un sujet qui ne m'a pas quittée depuis maintenant 18 mois et que j'essaye de mettre le maximum en œuvre dans les accompagnements que je fais. Et en découle aujourd'hui, ici, ce que je vous présente, la démarche que j'expérimente et que je teste au quotidien et qui me permet d'avoir des résultats autour de ce point-là. Voilà. Alors, de quoi je vais vous parler? Je vais vous parler aujourd'hui de trois éléments. Tout d'abord, je vais vous clarifier ce que je mets derrière la notion d'impact pour qu'on ait tous un vocabulaire commun. Ensuite, je vais vous faire à peu près ma vision et la chose que je mets derrière la notion de responsable, ce que ça veut dire pour moi dans le cadre de ce talk aujourd'hui. Et enfin, on va conclure par comment est-ce qu'on se met en ordre de marche. Comment est-ce qu'on fait les premiers pas pour aller dans cette démarche de mettre de l'impact responsable dans nos produits. Voilà. Alors, c'est parti sur la notion d'impact. Aujourd'hui, on peut parler de produits à impact. On peut parler de générer de l'impact. Moi, sur ce talk-là, je vais vraiment vous parler de cette notion de générer de l'impact responsable dans nos produits. Ce qui est important, c'est, en étant au clair sur cette notion de générer de l'impact, ça va nous permettre aussi d'avoir le prérequis nécessaire pour amener de l'impact responsable. Voilà. Et on peut générer de l'impact sur des produits à impact ou non. Voilà, c'est ça qui va être intéressant de voir ensemble. Alors tout d'abord, qu'est-ce qu'un impact? Un impact, c'est, si on reprend la définition du Larousse, finalement un corps qui va frapper un autre et qui va laisser une trace. Et cette trace, en fait, ça va être à l'endroit qu'il a heurté, ça va être vraiment ce qui va avoir eu comme conséquence de l'action et des éléments qu'on va mettre en place. En entreprise, ça va être la conséquence de ce que l'on fait, d'une action et d'une mise en œuvre sur quelque chose ou sur quelqu'un. Donc on est vraiment dans cette démarche de quelle est l'influence, quel est le contre-coup qui va être resté à l'issue de nos actions. Et je vais aller un peu plus loin. Quand moi je parle d'impact, je parle souvent d'approche par impact. Donc là, c'est ma vision, c'est ma perception. Mais moi, pour aujourd'hui, quand je parle d'approche par impact, je parle de culture produit. Pour moi, les deux sont clairement, totalement liés dans la démarche. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que finalement, dans une démarche avec une approche par impact, on a la notion d'ambition, le cap, la vision, l'endroit vers lequel on veut aller, qui va être associé à des impacts. Finalement, comment est-ce qu'on va voir, quelle est la trace qu'on va voir laisser à l'issue de nos actions, et le tout mesuré régulièrement pour nous permettre de voir, de valider, de prendre des décisions en conscience et en connaissance. Et donc, c'est ça qui va nous emmener le pilotage par l'impact. Alors, si je résume un petit peu ce que je viens de dire, finalement, on a l'ambition, comme on le voit là-haut, qui va être associée à X impact, mesurable, et mesuré régulièrement pour nous permettre de prendre ces décisions-là. Donc, l'ambition, le cap, la vision, l'impact, la mesure, l'effet produit et la mesure régulière et le suivi. Tout ça pour nous amener à une décision factuelle et tout ça aussi pour nous permettre de comprendre une chose essentielle dans une culture produit, une approche par impact, c'est quel est le bon problème. Alors aujourd'hui, on a un constat. La phrase est un peu compliquée, mais je l'aime vraiment énormément. C'est que finalement, en chassant tout ce qui est implicite, on passe de la croyance à la connaissance.
La croyance est souvent ce qui nous permet de piloter beaucoup de nos produits, parce qu'on a des convictions, on a des croyances, on sait que c'est par là qu'on doit aller. Une approche par impact va nous permettre de rendre tangibles ces conversations par sa modification de prisme dans laquelle on regarde les sujets. On va changer finalement notre rapport à l'information et ça va nous permettre de nous baser sur des faits. Et c'est ça la plus-value de l'approche par impact. Alors, pour aller encore un tout petit peu plus loin, dans cette approche par impact, aujourd'hui, il y a 3 grandes familles d'impact qui se dessinent dans nos produits. On a le premier qui est l'impact produit, service. C'est l'impact que l'on a au travers de ce que l'on produit, de notre plateforme, de notre service, de notre product, pour toucher, finalement, laisser cette trace sur nos utilisateurs. Des exemples d'impact que l'on peut avoir, on va obtenir X nouveaux utilisateurs actifs sur notre produit par mois. Augmenter de X la mise en favori de notre produit. Donc là, c'est au travers de notre service, au travers de notre produit, on veut laisser un impact. La deuxième famille d'impact, on va avoir les impacts que je nommerai direct utilisateur. On ne passe pas par le biais de notre produit, à ce moment-là, on est en direct. Cette typologie d'impact, elle concerne souvent le marketing, le customer success, les sales, le support. Eux, ils sont en direct, ils ont une interaction avec les utilisateurs, les prospects, les clients, de manière directe. On peut imaginer des impacts du type accroître de X le nombre de followers sur nos réseaux sociaux, diminuer de X le temps que l'on passe à répondre à des demandes clients. Voilà. Donc là, on va être en direct pour améliorer l'impact que l'on a sur nos clients, mais pas par le biais de notre produit. Et le dernier, qui est très intéressant, puisque c'est un impact que l'on a sur nous-mêmes, dans notre organisation, qui du coup permet de toucher tous les métiers de l'organisation, quelle que soit sa typologie, qui est comment est-ce que nous, on change des choses, on a un impact, on a une inflexion sur notre manière de faire stratégiquement parlant, pour nous permettre derrière d'aller chercher des impacts directs ou des impacts produits. Et donc, finalement, comment est-ce qu'on change le système interne pour bouger finalement l'impact qu'on a sur les autres. Et tous ces éléments-là nous permettent d'avoir un prérequis. Alors, on n'est pas obligé d'avoir des impacts, les 3 typologies d'impact pour piloter par l'impact. Pour autant, il nous faut au minima 1 pour pouvoir, une de ces typologies-là en tout cas, pour pouvoir aller sur de l'impact responsable. Voilà pour la mise au vocabulaire commun de ce que moi j'entends quand je vous parle aujourd'hui d'approche par impact. Et maintenant, je vais vous faire un focus sur la notion de responsable. Alors, c'est une vision qui est non absolue, non dogmatique. C'est ma perception aujourd'hui avec mon vocabulaire, ma connaissance et ce que j'ai accumulé. On peut confronter cette définition et on pourra en parler avec grand plaisir à l'issue du talk. Pour pouvoir vous présenter ce que moi j'entends derrière l'impact responsable, je vous présente ce triangle qui va permettre, en fait, au regard de ces 3 pointes, d'avoir des conversations responsables. Alors tout d'abord, la pointe sur l'humain. Ici, qu'est-ce que j'entends par ça? Ça va être finalement de travailler sur l'accessibilité, l'inclusivité, le sens, la qualité de vie, tout ce qui va être le bien-être. Et puis on peut avoir aussi des angles un peu plus sociétaux avec l'éducation, l'emploi, la justice, la sécurité. Sur la pointe planète, on va toucher tout ce qui est ressources naturelles, environnementales, émissions de déchets, climat, consommation, optimisation, recyclage. Et enfin, sur la pointe économique, on va plutôt être sur la création de valeur, la viabilité, la rentabilité, le développement, mais tout cela au regard finalement d'une frugalité. Comment faire les choses intelligemment pour pouvoir être dans une croissance maîtrisée, croissance voulue, souhaitée, mais frugale. Voilà. Donc pareil, on a maintenant un vocabulaire un peu plus commun autour de ce que j'entends derrière la notion d'impact responsable et de responsable. Alors maintenant, ce qui me semblait hyper important de vous dire, c'est que finalement, pour amener de l'impact responsable dans vos produits, la première chose à faire, c'est une intention et une démarche. C'est votre premier pas avec vous-même, finalement. C'est est-ce que j'ai envie d'y aller, à quel point j'ai envie d'y aller et quelle est l'énergie que je vais mettre dedans. Ça, ce premier petit pas, il est nécessaire puisqu'il faut cette intention-là pour pouvoir embarquer le collectif et les autres avec vous dans cette démarche-là. Qui que l'on soit dans l'écosystème, quel que soit notre poste, notre mandat, on a la capacité à y aller. Ce qui va être intéressant, ça va être la maturité de l'écosystème et comment on s'adapte à celle-ci pour faire les bons premiers petits pas, mais ça, j'y reviens un petit peu plus tard. Alors, pour cette présentation, je vais faire un focus sur la pointe humaine et planète. La pointe argent est intéressante, mais souvent, dans la majorité des produits, moins entre les mains de la partie product. Quel que soit notre métier dans l'équipe product, elle est moins à notre main à ce niveau-là. Pour autant, elle peut être parfois très intéressante.
Aujourd'hui, je vais vous faire un focus sur tout ce qui va plutôt être éco-conception, sociétale, environnementale, inclusivité, etc. Alors des exemples, parce qu'on va rendre les choses un peu plus concrètes par rapport à qui on est dans notre univers product. Un premier exemple qui va venir colorer la pointe planète, c'est l'optimiser la quantité des ressources utilisées en fonction de la consommation du service, de X points. Ce que ça veut dire par là, ça veut dire que si votre produit il a des pics d'activité, est-ce que votre architecture derrière, elle est ouverte à 100% tout le temps ou est-ce qu'elle s'adapte et elle se réduit? Donc là, on est sur de l'optimisation pour modérer finalement l'impact qu'on a sur la planète. Deuxième exemple, déclarer une conformité partielle, RG2A, donc référentiel général d'amélioration de l'accessibilité de X points. Donc là, ça va être sur tout ce qui va être accessibilité et inclusivité. Supporter des appareils de plus de X années. Est-ce qu'aujourd'hui, votre produit amène finalement une obsolescence de devices qui ont plus de X années? Et donc, ça va être intéressant, en termes de responsable, d'aller vers des impacts de ce type-là. Voilà un peu pour l'illustration. Et celui-ci, on voit que finalement, il va à la fois aller sur la pointe humaine, parce qu'il y a des gens aujourd'hui dans la population qui ne changent pas de device régulièrement, et à la fois sur la pointe planète pour optimiser tout ce qui est vieillissement des devices et recyclage. Maintenant que je vous ai dit tout ça, ce qui va être intéressant, c'est comment concrètement ces impacts responsables, on peut les mettre en œuvre. Moi, je vais vous proposer une méthode pour que cette intention, la démarche que vous voulez amener dans vos produits, elle devienne tangible, elle devienne concrète. Pour pouvoir avoir cette démarche qui fonctionne, il y a un certain nombre de règles. Il va y avoir la sémantique, il va y avoir de la mesure et il va y avoir une temporalité. Ce sont 3 éléments qui sont importants pour que toute démarche devienne concrète et finalement tangible dans les écosystèmes. Je vous propose en fait la démarche suivante. Est-ce que ce ne serait pas intéressant de mettre vos impacts responsables comme des conditions de réussite responsable de votre approche par impact? C'est-à-dire que finalement, l'enjeu, c'est d'embarquer tout le monde sur la dimension responsable. Aujourd'hui, j'ai pu observer beaucoup d'écosystèmes où on a des initiatives responsables. On va avoir un collectif qui va être focus sur un sujet pendant un temps donné et ensuite, une fois que c'est fait, va passer à autre chose. L'intention pour avoir une démarche responsable large, c'est finalement que à chaque fois qu'on met en place quelque chose au regard d'un impact responsable, ça devienne une habitude de travail, une norme, et qu'en fait, ce ne soit plus discuté. C'est normal de fonctionner de cette manière-là. Donc, finalement, c'est que vos impacts responsables deviennent des conditions de réussite responsable. Alors, quelques exemples. Qu'est-ce que ça voudrait dire? Finalement, par rapport aux impacts que je vous ai donnés tout à l'heure, on pourrait dire obligation de déclarer une conformité partielle RG2A de X%. Obligation d'optimiser la quantité de ressources utilisées en fonction de la consommation de X points. Obligation de supporter des appareils de plus de X années. À partir du moment où on se dit ça, qu'est-ce que ça change? Ça change que toutes les conversations sur tout ce que l'on aura mis dans nos roadmaps, toutes les actions qu'on aura décidées, eh bien on va se dire, est-ce que ça favorise, est-ce que ça pénalise ou est-ce que ça n'a pas d'effet sur notre condition de réussite? Et donc, dans l'équipe produit, dans le collectif au global, tout le monde va se questionner au regard de ça. Alors, en termes de sémantique, finalement, ça donne quoi? Ça donne la notion d'obligation qui est finalement au démarrage de la phrase de l'impact. Donc, une phrase d'impact, en tout cas, moi, c'est de la manière dont je la construis. On a un verbe à l'infinitif qui est plutôt un verbe d'action, un chiffre parce qu'elle doit toujours être mesurable et un contexte. On peut aussi mettre la notion d'interdiction à l'usage. Moi, je préfère la notion d'obligation. Il y a un côté positif qui est intéressant dans la conversation. Interdiction amène tout de suite quelque chose de pénalisant. Mais les deux sont possibles pour conditionner votre approche. Dernier élément, la temporalité. Ça, c'est une grande question. Ma condition de réussite, combien de temps elle dure, qu'est-ce qu'il en est, etc. Ça, il n'y a pas une seule réponse. J'aurais bien aimé vous la donner aujourd'hui, mais je ne l'ai pas. Finalement, elle dépend énormément de votre écosystème, de la capacité à rendre une condition de réussite responsable être une norme de travail. La première chose, elle doit s'adosser à votre approche par impact si vous en avez une. Donc, la première temporalité de votre condition de réussite va être celle de l'approche par impact. Et ensuite, eh bien, soit on va la reconduire, puisque en fait, on ne l'a pas encore adoptée comme étant une norme de travail, soit on va la modifier, puisque finalement, la manière dont on travaillait avant a été modifiée par l'approche responsable. Voilà. Alors maintenant que vous avez un peu une démarche, une méthode, vous dites « Ok,
moi, en tout cas, quand j'ai commencé, je n'avais pas de connaissances sur le sujet du responsable. Et j'avais envie de vous donner 3 pistes aujourd'hui de où est-ce qu'on peut aller piocher des idées pour pouvoir avoir les discussions et avoir les premiers fils à tirer sur les impacts responsables. Donc, je vous donne ici 3 outils qui peuvent être une démarche intéressante à discuter avec votre équipe, votre squad, vos managers en transverse. Tout d'abord, identifier sa condition de réussite grâce au RGESN. Donc, c'est le référentiel général d'éco-conception des services numériques. C'est un référentiel qui n'a pas de contraintes juridiques aujourd'hui. Il comporte 80 questions. Et là où il est hyper intéressant, c'est qu'il a 80 questions sur 4 angles différents. La stratégie, le design, la tech et l'architecture. Et donc, ça va nous permettre d'avoir finalement une vision un peu 360. Les questions sont formulées pour pouvoir y répondre en oui ou en non. Donc, ça va nous permettre de voir ce qu'on fait et ce qu'on ne fait pas. Je vous propose là 6 exemples de questions pour que vous puissiez voir un petit peu comment ça pourrait vous aider. Première, le service numérique comporte uniquement des éléments d'animation vidéo et son dont la lecture est désactivée automatiquement. Donc là, on va être sur la pointe planète pour limiter la consommation. Deuxième proposition, le service numérique propose-t-il des notifications uniquement lorsque c'est nécessaire? Ou est-ce qu'aujourd'hui, on a une démarche de notification pour s'assurer que nos utilisateurs ne nous oublient pas? Mais finalement, est-ce que ce n'est pas plus pertinent qu'ils soient sollicités au moment où il y a une interaction par rapport aux problèmes que notre produit résout pour eux? Troisième proposition, le service numérique fonctionne-t-il avec une architecture pouvant s'adapter à la ressource consommée? Donc ça revient à l'exemple que je vous donnais tout à l'heure. Pareil, on est sur une pointe plutôt planète. Le service numérique s'est-il fixé des objectifs en matière de réduction ou de limitation des impacts environnementaux? Ça, sur cette question-là, ça peut être intéressant de se dire, mais enfin, est-ce qu'on y a pensé? Qu'est-ce qu'on a fait? Est-ce qu'on a fait des choses sans le savoir? Est-ce qu'on en a fait des choses concrètement? Donc ça va être intéressant en tout cas de pouvoir s'ouvrir les chakras par rapport au sujet environnemental et de voir est-ce qu'on peut faire des choses là-dessus. Parce que ce qui est aussi important et ce que je n'ai pas forcément précisé, c'est que pour pouvoir faire bouger des impacts, qu'ils soient responsables ou non, on doit avoir la main dessus, on doit avoir des leviers dessus. 5e exemple, le service numérique publie-t-il une déclaration ou une politique d'éco-conception? Est-ce qu'on s'est posé cette question-là? Et enfin, le service numérique propose-t-il des mises à jour correctives indépendamment des mises à jour globales, évolutives? En gros, est-ce qu'on est à chaque fois obligé de redéployer l'ensemble de la structure ou est-ce qu'on peut, de manière très précise, aller dans notre système, dans notre produit, faire les réparations nécessaires et donc ne pas mobiliser toutes les ressources? Voilà le type d'exemple, il y en a 80. C'est vraiment une source d'inspiration et de questionnement hyper intéressant pour le collectif. Deuxième piste, d'utiliser le RG2A, donc le référentiel général d'amélioration de l'accessibilité. Alors, sur le RG2A, c'est 156 critères. Et ce référentiel-là, si on est une entreprise de plus de 250 millions d'euros de chiffre d'affaires ou si on est un service numérique du service public, on se doit être conforme RG2A. Donc, il y a déjà un certain nombre de structures qui doivent aller sur cette démarche-là. Et pour les autres, ça peut être une source d'inspiration très intéressante. Alors, je ne vais pas vous expliquer le RG2A dans la globalité, puisque ça mérite un talk à lui tout seul. Pour autant, je vais vous donner 2 quick wins qui peuvent être intéressants à aller chercher sur ce sujet-là. Le premier, c'est les 10 Easy Check. Ça vous donne une dizaine d'éléments qui sont intéressants à aller observer pour votre produit. Les 10 Easy Check, si vous les respectez, ça vous amène pratiquement à 50% de conformité sur l'ensemble de votre produit. Donc, c'est assez intéressant. Et on a, je ne vais pas tous vous les lire, mais on a titre de page, alternative textuelle aux images, hiérarchie des titres, contraste suffisant, etc., etc. Donc là, les 10 Easy Check, vous avez un petit résumé. Et que l'on soit designer, product, QA, tech, ça peut vraiment être une source d'informations intéressante. Le deuxième élément, c'est le design accessible en mode checklist. Et donc là, vous avez, pareil, une série d'éléments dans la checklist. Ça ressemble à un questionnaire de ce type-là. Et vous avez, par exemple, faciliter la compréhension rapide d'une page ou nommer les liens explicitement. Ce qui est intéressant avec le design accessible, c'est que, par exemple, il y a un des points, c'est pouvoir organiser les titres, titre 1, puis titre 2, puis titre 3. Ça, c'est nécessaire pour les lecteurs d'écran. Mais c'est aussi hyper intéressant pour votre SEO. En termes de référencement, le fait d'avoir correctement travaillé ces points-là, ça va vous permettre à votre produit finalement d'être beaucoup plus lisible et vu par les plateformes de recherche. Donc finalement, il y a aussi des enjeux business qui peuvent être intéressants à aller chercher au regard de cette démarche responsable. Donc il y a 156 critères et aujourd'hui, pour pouvoir exposer une conformité partielle ou non, il faut passer par un audit.
Dernier outil intéressant pour vous donner des pistes, c'est analyser l'éco-index de votre produit. Alors aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui sont développées autour des produits sur le web. Il commence à y avoir des outils qui travaillent sur la partie mobile et app. Là, je vous propose l'outil Green IT parce que lui, il est assez intéressant. Il va à la fois permettre de faire un diagnostic de votre éco-index de votre produit. Il va vous exposer la consommation, l'émission au CO2. Et il va aussi vous donner des bonnes pratiques. Qu'est-ce qui se fait sur d'autres types de produits? Où sont vos pain points? Et donc, ça va vous permettre de tirer des fils de questionnement et de voir est-ce que c'est nécessaire de faire ces actions à cet endroit-là, à cet endroit-ci. Voilà. Donc, ça va vous donner une vision de votre produit un peu plus technique au regard des enjeux responsables. Voilà pour cette partie un peu boîte à outils, clarification de ce qu'il y a derrière impact responsable et de cette démarche, finalement, la condition de réussite responsable. Alors maintenant, je vais rentrer dans le dur, c'est comment est-ce qu'on se met en ordre de marche, finalement, autour de ces sujets-là. Et pour ce faire, je vais vous proposer de faire un focus plutôt sur quelle est la maturité de mon écosystème, plutôt que sur celui de qui je suis dans cet écosystème. Parce que finalement, en fonction de qui vous êtes, vous avez tous la possibilité de faire un pas. Plus ou moins grand, évidemment, mais vous pouvez le faire. Ce qui va être important, c'est de savoir comment stratégiquement aller vers ce pas-là en fonction de qui on est dans l'écosystème, enfin de comment est l'écosystème, pardon. Alors, je vais partir sur l'écosystème le plus mature. L'écosystème le plus mature, c'est celui qui a déjà une approche par impact en place, c'est celui qui mesure déjà ses impacts, qui a cette capacité d'itération rapide pour pouvoir aller vérifier que les actions qu'il mène génèrent bien l'impact souhaité ou pas, et de prendre des décisions en conséquence. Donc là, on est dans cette configuration-là. Ici, ce qui va être intéressant, c'est déjà de choisir une seule condition de réussite responsable. Parce que comme dans tout, il faut faire des choix. Dans le produit, on le sait, la priorisation est fondamentale. On aurait envie de faire plein de choses en responsable. À partir du moment où on est sensibilisé au sujet, on aurait envie de faire bouger plein de lignes. Mais là, l'enjeu, c'est pas de faire bouger plein de lignes, c'est d'emmener chacun du collectif à prendre chaque ligne comme étant un acquis. Si on veut commencer par l'accessibilité, c'est que demain, on ne se pose même plus les questions quand on passe à un autre impact responsable. L'équipe a l'habitude de travailler comme ça et c'est normal de le faire. Donc, c'est ça qui va être important. La deuxième chose, ça va être de mettre en place une mesure sur cette condition de réussite. Si vous ne pouvez pas mesurer régulièrement votre condition, alors régulièrement, j'entends au minimum une fois par mois, ça va être compliqué de voir si vos actions la font bouger positivement ou négativement. Donc, ça nous amène à quoi la mesure? Ça nous amène à devoir choisir des impacts responsables, des conditions de réussite responsables plus petites que ce qu'on aurait voulu. Parce qu'on aimerait, bien évidemment, avoir des belles démarches responsables, mais il faut toujours commencer par le premier pas, c'est celui-là qui compte. Et la dernière étape pour les écosystèmes qui sont matures, ça va être finalement de regarder la roadmap que vous avez faite, ce qui arrive dans les quelques semaines qui arrivent, les actions qui sont décidées, et de voir si elles vont favoriser votre condition de réussite responsable, la pénaliser ou ne pas avoir de conséquences dessus. Et au regard de cette ventilation-là, pour les actions qui pénalisent votre condition de réussite responsable, qu'est-ce que vous en faites? Et d'avoir les vraies bonnes conversations autour de celles-ci. Et puis ensuite, de vous mettre en ordre de marche au fur et à mesure, de se poser toujours la question, OK, et par rapport à notre condition de réussite, quelle est notre hypothèse de conséquence? Voilà pour le premier écosystème. Pour le deuxième, on est sur un écosystème intermédiaire. C'est-à-dire qu'on a envie de faire de l'impact responsable, on essaie, on n'y arrive pas. Soit parce qu'on n'est finalement qu'une équipe qui essaye de faire de l'impact responsable sur tout un environnement, ou de l'impact tout court d'ailleurs, soit parce qu'on n'arrive pas à mesurer. En fait, on s'est dit que c'était bien joli, qu'il fallait faire ça parce que ça allait nous permettre de faire plein de belles choses, mais juste mesurer, c'est très compliqué. Et donc, on a un chantier énorme pour pouvoir savoir quels sont nos usages. Voilà, on est sur cette démarche-là. On a envie d'y aller, mais on n'y est pas. Ici, la première chose qui me semble intéressante à faire, c'est collectivement ou individuellement ou de manière transverse, en fonction effectivement de la manière dont ça fonctionne chez vous, de remplir ce questionnaire RGESN pour avoir les conversations autour de ça et poser le sujet sur la table. À partir du moment où il est rempli, d'identifier 3 à 4 axes qui semblent intéressants par rapport à votre produit. Parce qu'il peut y avoir des choses qui ne sont pas pertinentes et c'est aussi OK, c'est trop tôt, ce n'est pas le bon moment. Il faut aussi savoir faire ce choix-là. À partir du moment où on a sorti ces 3 à 4 axes, c'est d'étudier la faisabilité de mesure de l'ensemble de ces axes. Et ça va vous permettre de faire des choix naturels.
Ok, ben là, cet axe-là, en fait, je ne peux pas du tout le mesurer. Celui-là, je peux mesurer ce morceau et pas l'autre. Donc, c'est ça qui va être assez intéressant. Une fois qu'on a la faisabilité de mesure, de choisir 2 axes qui sont mesurables, qui sont concrets, que vous pouvez mesurer à minima 1 fois par mois. Et là, une fois que vous avez fait ce choix-là, d'aller chercher votre roadmap qui est déjà définie, d'aller récolter la data 0, la première mesure, et ensuite d'aller chercher dans votre roadmap, sur ces 2 axes-là, lesquels on impacte avec nos actions, lesquels on n'impacte pas, comment ça l'impacte. Et avant même de lancer une démarche d'impact responsable, de se poser ces questions-là, qui vont vous permettre aussi d'amener la démarche par impact sur un cran plus mature dans le groupe, dans le collectif dans lequel vous êtes. Le dernier point, vous n'y êtes pas. Votre écosystème, c'est pas le bon moment, on ne parle pas encore de culture produit, d'approche par impact. Individuellement, vous avez sûrement très envie d'y aller, mais collectivement, et le contexte fait que c'est pas le bon moment, c'est pas encore ça. Il y a des grands steps à faire en amont. Ici, ce que je vous propose, c'est finalement de rendre votre écosystème responsable. Il y a la théorie U qui est intéressante là-dessus, qui dit que finalement, c'est en rendant l'interne, en changeant des choses en interne et en apportant des choses dans l'interne, qu'on va avoir des retombées sur votre produit et sur vos utilisateurs. Et donc là, ce que je vous propose, c'est que déjà, si en interne, on change notre prisme et notre regard au sujet, c'est d'arriver finalement, à force de ce travail-là, d'emmener finalement une dynamique qui permette au produit de passer par impact et de passer sur une démarche plus responsable. Et ce qui va toucher vos utilisateurs in fine. Alors, qu'est-ce que ça veut dire finalement amener du responsable dans votre collectif? Je vais vous proposer deux scénarios. Il peut y avoir sur la pointe humaine tout ce qui va être autonomie de l'équipe. Aujourd'hui, est-ce que l'équipe elle est responsable au sens, pas environnement responsable, au sens est-ce qu'on est autonome, est-ce qu'on a cette responsabilité? Est-ce qu'on est en bien-être dans le collectif? Est-ce qu'on est en cohésion? Est-ce que c'est facile de travailler ensemble? Donc de voir où en est la sécurité psychologique et de travailler dessus. Est-ce qu'il y a du sens? Est-ce qu'on sait où on va? Est-ce que la vision est partagée? Est-ce que la stratégie est claire? Et est-ce qu'on a une capacité à se tromper? Parce que pour pouvoir déjà à minima faire le premier step de l'approche par impact, ça veut dire accepter l'erreur, accepter l'itération pour pouvoir apprendre rapidement. Deuxième proposition qui va plus toucher finalement la pointe économique et la pointe humaine, c'est quoi notre temps de processus de validation? Combien de jours on met pour prendre une décision? Est-ce qu'on ne peut pas devenir plus frugal là-dedans? Est-ce qu'on ne peut pas simplifier toutes ces étapes-là? Autre point, comment est-ce qu'on met en production nos mises à jour ou notre produit? Est-ce qu'on a une CI/CD qui est performante ou est-ce qu'aujourd'hui, le processus de mise en prod est complexe? Et puis, on a aussi potentiellement l'automatisation des tests. Comment ça se passe? Est-ce que là-dessus, on est à optimiser? On est frugaux par rapport à notre démarche de faire? Et est-ce que ça nous permet d'aller de manière plus efficiente dans notre façon de travailler? Voilà plein de pistes qui peuvent être intéressantes pour rendre responsable notre collectif et pour nous permettre aussi d'aller sur ce premier step qui est l'approche par impact, qui viendra dans un deuxième temps être coloré d'une approche responsable. Alors, j'arrive sur la fin du talk. On repart avec quoi au bout de 30 minutes ensemble? Je vous propose plusieurs choses. Déjà, il y a un parallèle qui me semble extrêmement intéressant à faire. Si vous connaissez l'approche objectif qui résulte, finalement, on peut complètement faire le parallèle avec l'approche par impact dont je vous parlais tout à l'heure. L'ambition dont je vous parlais, c'est le haut de objectif. L'impact, ça peut être les qui résultent, les critères de succès. Et tout ce qui sont les actions, votre roadmap, ça va être les initiatives, les contributions de l'approche. Et donc, pour ceux qui sont à l'aise avec la démarche OKR ou qui l'utilisent au quotidien, bien oui, vous pouvez conditionner votre approche OKR d'une condition de réussite. Et ça va être intéressant parce que ça va permettre d'embarquer l'ensemble des équipes, encore une fois, sur la question de « Ok, on a mis ça pour générer cet impact-là, mais est-ce qu'on n'est pas en train d'alourdir ou de pénaliser notre condition de réussite ?» Responsable. Deuxième chose que je voulais vous dire, je ne pouvais pas adresser tous les sujets, j'en aurais eu envie, c'est un peu des outils pour nous permettre justement de faire les liens de cause à effet entre nos décisions et nos impacts. Ici, je vous en propose 3. On a la chance d'avoir des speakers qui vont vous en parler si vous avez envie de creuser. Mais on a la roue des futurs, on a le KPI Tree et on a l'arbre à problème. C'est intéressant parce que c'est des outils qui nous permettent de faire des chemins entre la décision, les impacts directs, les impacts indirects. Et ça va vous permettre vraiment de pouvoir les représenter visuellement et de les rendre plus tangibles pour l'ensemble du collectif aussi.
Et enfin, les choses que j'aimerais vraiment vous retenir à la fin, en sortant d'ici tout à l'heure, c'est déjà ne choisissez qu'une seule condition de réussite. Allez-y vraiment baby step par baby step. C'est important d'embarquer, le plus important, c'est d'embarquer l'ensemble des collaborateurs dans la démarche responsable plutôt que d'avoir une réussite one-shot responsable parce qu'elle peut très vite, finalement, quelques mois plus tard, disparaître. Deuxième élément, c'est vous, avec votre impact et votre démarche responsable, c'est votre intention qui va faire bouger les lignes. Donc, qui que vous soyez dans l'écosystème, vous avez le pouvoir de faire ça. Voilà. S'adapter à votre maturité. Vous voyez qu'en fonction de comment fonctionne l'écosystème, il y a différentes stratégies possibles et il n'y a pas de jugement de valeur, c'est OK. Enfin, tous les écosystèmes ont leur raison d'être et c'est important de savoir qu'on peut les faire bouger. C'est simplement de les prendre par des angles différents. Et enfin, n'hésitez pas à utiliser ce petit triangle responsable parce qu'en termes de storytelling, quand vous en parlez autour de vous, quand vous devez le pitcher à votre hiérarchie, ça peut être un outil très intéressant pour dire là on a pris telle décision, elle se place là sur l'impact, elle influence plutôt le haut, plutôt le bas. Et vous retrouverez un article de Jonathan Litty qui expose toutes les formes de triangle. Alors, merci à Joe, justement, avec qui on travaille beaucoup sur ce sujet-là. Merci à la team Impact Responsable avec laquelle on essaye de développer et de faire connaître d'autant plus cette démarche-là et ce sujet. Merci à la School of Product de m'avoir accueilli aujourd'hui. Et surtout, merci à vous d'être avec moi ce matin. Voilà. Un tout petit peu de pub, je ne suis pas très à l'aise avec, mais je le fais quand même. J'ai eu la chance d'être co-autrice de 2 livres blancs sur l'approche par impact et de rédiger la préface de la méthode OKR. Donc voilà. Merci.